Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller où ce soir nous recevons Christophe Péruchas qui a sorti pour la rentrée littéraire un premier roman qui s'appelle Les Sept Gingembres paru aux éditions du Rouergue. Pour l'interroger ce soir, on part dans le sud, on part à Arles et on rejoint Charlotte Le Saunier qui est de la librairie Actes Sud donc à Arles. Je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions par l'intermédiaire du petit onglet Converser et à la fin de votre entretien, je viendrai les poser à Christophe. Charlotte, Christophe, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir, merci. Donc merci à Un endroit où aller, merci à Christophe Péruchas surtout d'avoir accepté le principe de cette rencontre à distance. Je vais vous présenter brièvement, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous avez travaillé dans la pub, puis vous l'avez quitté pour l'épicerie, je crois, puis la gastronomie. Et les éditions du Rouergue ont donc publié à la dernière rentrée littéraire votre premier roman, Sept Gingembres. Premier roman remarqué, puisqu'il a fait partie de la dernière sélection du prix de Flore. Et premier roman justement remarqué, parce qu'il invite le lecteur à une drôle d'expérience. En effet, derrière ce joli titre gastronomique, hommage peut-être à votre reconversion professionnelle, se cache une invitation à vivre quelque temps dans une tête qui se trouve peut-être être une des plus inconfortables de notre époque. C'est celle d'Antoine S., publicitaire de 43 ans, doté d'une famille parfaite, d'une vie sociale et professionnelle qui ne le sont pas moins, mais qui en réalité, quand la parole se libère et que la déraison sociale vire à la vraie folie, se révèle être un vrai pervers sexuel, un patron tyrannique, pierre angulaire ou soubassement, c'est sans doute vous qui nous le direz, d'un système qu'on ne peut aujourd'hui que dénoncer. Alors, le roman alterne entre des passages dedans et dehors, des chapitres dedans et dehors. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'un et l'autre contexte et nous en expliquer le rythme? Alors, peut-être je reviendrai juste brièvement sur votre introduction qui était presque parfaite. Euh, je suis toujours publicitaire. J'ai créé mon agence de publicité avec deux associés et j'ai arrêté les épiceries. C'est un passage qui m'a pris 7 ans avec aussi quelques amis que je salue ici. Donc, je suis publicitaire. J'ai été épicier et restaurateur d'un peu loin. Je n'étais pas vraiment tous les jours dans les affaires. Donc ça, c'était pour... voilà, mais tout le reste, c'était très, très vrai. Euh, Dedans, dehors, en fait, pour revenir peut-être à la genèse de ce roman, j'ai eu une expérience, j'ai dû rendre visite à un ami à l'hôpital Sainte-Anne, que je connaissais absolument pas. Et en arrivant de cet hôpital, j'ai senti un double sentiment assez curieux, à la fois quelque chose de l'ordre de la peur, parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas, c'est celui où on parque un peu depuis maintenant des siècles, au moins 2 siècles, les gens qui sont au banc de la société, donc cette espèce de folie qu'on a du mal à voir dans la société tous les jours. Donc je suis arrivé dans cet endroit-là avec tous les a priori évidemment sur la normalité entre guillemets. Et puis très vite, je suis venu une fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis senti super bien dans cet endroit, très protégé. Et donc en fait, la genèse de ce roman, c'est ce sentiment à la fois d'agression, de peur, et à la fois d'ébaïd. Je cherche de shelter. Voilà, le type ne trouve pas ces mots en anglais ou alors d'abri. Voilà, cet abri. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, et si, alors, sans vouloir raconter la fin du roman ni divulgacher, et si ça devenait une solution acceptable pour un personnage. Voilà. Et si finalement on choisissait l'hôpital psychiatrique pour se mettre à l'abri d'un monde qui devient fou. Et après, j'ai cherché évidemment ce qui pouvait pousser quelqu'un à cette extrémité. Et je suis arrivé dans un monde que je connais bien, parce que c'est un monde aussi que je pratique depuis 20 ans, mais qui pourrait être le monde de la mode, le monde de l'art, ou de la politique, ou du cinéma, et peu importe. Finalement, c'est des gens qui arrivent très vite à une sorte de pouvoir, d'influence, et en fait qui en abusent, et qui ne savent plus vraiment comment avoir des relations humaines normales. Et je me suis dit, peut-être que ce type exploserait en plein vol, ça serait une façon pour lui de se mettre à l'abri. Voilà, c'est la genèse, ce double sentiment entre la peur, la confiance, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à aller dans cette voie.
Et le rythme des chapitres, c'était Oui, construit? alors, dedans, dehors, Ouais, je l'ai écrit un peu, je l'ai posé en fait, c'est assez visuel, je l'ai posé sur un. J'ai essayé de faire des successions, mais sans que ça soit systématique. ouais. Donc il n'y a pas de. Voilà, on le suit au fur et à mesure, et puis le livre, en fait, c'est un grand flashback qui nous ramène exactement là où on était. Donc il y a ce côté un peu circulaire aussi. Et alors, c'est quand même un roman très construit, avec une structure très travaillée, et ces passages de Dans dehors, ils sont entrecoupés donc, par ces 7 gingembres. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, les gingembre, j'ai attrapé ça dans la cuisine japonaise entre deux plats de poisson grillé, de poisson cru, pardon. Pour se refaire le palais, on prend du gingembre. Et ce personnage-là fait la même chose, c'est-à-dire qu'il utilise ce que j'appelle des gingembres sociaux. Donc il se met en scène sur Instagram, sur Facebook avec sa famille, ses enfants, pour paraître parfait et pour revenir à quelque chose d'originel et en fait pour oublier un peu tout ce qu'il est. Et donc ce sont des gingembres sociaux qui sont au nombre de 7, qui sont finalement des pages de Facebook, d'Instagram, etc., très courtes, où il se met en scène. Et Donc, qui sont des sommets d'hypocrisie en même temps. Enfin, il y a quelque chose de très évolutif aussi dans les gingembres, et qui ajoute à la gêne. Enfin, oui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se décroche en fait. Au début, il est suivi, les gens le like, lui mettent des pouces, il y a des emojis dans tous les sens. Enfin, c'est très contemporain à ce niveau-là. J'ai essayé ça d'ailleurs, au niveau de langue, d'avoir un niveau très contemporain et puis d'essayer d'être dans une langue que j'aime bien un peu travailler avec. On est dans la tête du personnage, mais ça, j'y viendrai peut-être plus tard. Et évidemment, il y a un décrochage. Le premier gingembre est formidable. Il y a une espèce de. Il est porté un peu par la foule de ses amis. Et puis petit à petit, on sent que la gêne s'installe et que les gens le lâchent. Parce que c'est ça aussi. C'est que ce système-là n'hésite pas, enfin ce système d'oppression du mal dominant, entre guillemets, sans vouloir dire des gros mots ou dire des mots un peu qui pourraient me dépasser. Il y a un moment, quand on passe de l'autre côté du miroir, il y a de moins en moins de monde pour vous soutenir. Et jusqu'au moment où il n'y a plus personne, et peut-être tant mieux d'ailleurs. et puis même le lecteur finit par ne plus croire à toute cette mise en scène, quoi. Je crois qu'il y croit assez peu dès le départ, parce que j'ai mis quand même beaucoup, j'en ai mis beaucoup dès le début. C'est-à-dire, je voulais pas que le lecteur se fasse. En fait, j'aime pas j'allais dire les surprises, les fausses pistes. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, au bout de 2 chapitres, on se dit, ce type est malade, très vite. C'est-à-dire qu'au début, il a une visite d'un inspecteur du travail, il a un comportement très déplacé, et puis après, dans une réunion, il échange des textos un peu à Le connotation WhatsApp, sexuelle. là. Voilà, les WhatsApp, c'est pas des textos, vous avez raison. Je l'ai bien lu. Et on se dit, j'aurais pu faire plus court, plus léger. Et il y a un moment, il y en a toujours un peu trop, et c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Et donc, au bout de 2 chapitres, on se dit, ce type n'est pas bien. Donc, je pense que très vite, on ne se fait pas d'illusions sur qui est le personnage, ce qui est rigolo. Enfin, ce qui est rigolo. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il habille tout ça et comment, en fait, on s'en rend compte petit à petit, parce qu'on est à la place du personnage, on est en caméra embarquée, et donc il n'y a pas de narration omnisciente, super puissante, qui dirait ah là là, regarde ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Le lecteur découvre au fur et à mesure les stratégies de ce garçon-là, mais en ayant les clés dès le départ, finalement. Ouais. Je pense, hein, c'est comme ça que j'ai voulu. Ouais, tout à fait. Je me suis pas dit, tiens, on va faire un. Je finis jamais mes phrases en général. Alors, je voulais vous demander si vous aviez des comptes à régler avec votre premier milieu professionnel, mais vous venez de me dire que vous y êtes toujours, donc il ne s'agit pas de ça. Absolument pas. Et non, et pas du tout. Et j'ai l'impression d'ailleurs que la littérature, enfin, en général, c'est pas un endroit, enfin, en tout cas pour moi, où on va chercher de la réparation. C'est-à-dire, je me dis pas, ah là là, j'ai été maltraité, ou des gens autour de moi ont été maltraités, ou peut-être que j'ai maltraité des gens, on n'en sait rien. Et donc je répare ça. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de poser un regard assez lucide, cynique, mais pas tant que ça, parce que de chercher une sorte de vérité. Et donc la vérité du personnage, ça m'intéresse. C'est un milieu que je connais beaucoup, je connais bien, donc j'avais les codes. Et c'est un milieu un peu plus large que la pub, parce qu'on est dans ce que j'appelle entre guillemets la Macronie triomphante, c'est-à-dire que on a un moment, il va visiter avec une jeune fille Vivatech, qui est l'endroit où on voit toutes les nouveautés en termes de digital, d'applications, etc. Et là, on dépasse le monde de la publicité, on est dans le monde de l'innovation, qui a été remplacé, qui a remplacé pardon, le progrès. On a connu le progrès pendant
des décennies, des siècles et des siècles. Et puis, à un moment, on s'est dit, tiens, c'est un gros mot, le progrès, on va le remplacer par l'innovation. Et pour moi, l'innovation, c'est une sorte de progrès qui n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'on fait neuf, mais on ne sait pas si ça va améliorer la vie des gens. Et donc, du coup, c'est une critique plutôt de ce système-là que de la publicité en soi. La publicité, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est-à-dire que c'est un porte-voix. Si on fait des choses intéressantes et qu'on en fait quelque chose, on le fait savoir, là, tout le monde fait de la publicité. Donc, il n'y a pas de. En revanche, la mauvaise publicité, les mauvais produits, oui, c'est compliqué. Et donc, on est un peu là-dedans. Donc, la publicité, ce n'est pas un milieu. C'est un peu comme dire l'édition, c'est un mauvais milieu, ou la chanson française, c'est tellement hétérogène qu'on ne peut pas tout critiquer. En revanche, il y a un certain nombre de dérives qui est la concentration d'argent, de pouvoir. C'est une industrie qui a besoin de sang frais, de sang neuf, et qui n'hésite pas à donner des responsabilités à des gens qui ne sont pas forcément équipés pour, et qui d'un coup, à 25 ou 30 ans, gagnent 10, 15 000 euros par mois et sont invités, machin, prennent l'avion en business. Et il y en a qui sont pas, ça monte très vite, quoi. Il y a un petit côté football, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, c'est un accélérateur formidable, et il y a des gens qui explosent, comme Antoine S, qui a tout fait de ses 25 ans à son école de commerce à ses 43 ans, et d'un coup, il n'est plus dans la réalité du truc, quoi. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il travaille beaucoup, c'est la question de l'âge, justement, de la génération. On voit bien qu'il a quand même un gros problème avec ça, lié certainement à ce milieu-là, mais en tout cas… C'est une invention totale. évidemment ça n'existe pas, ce problème-là n'existe pas. D'accord. Il n'y a pas de quoi vous parler. Non, évidemment que c'est un problème. Enfin, c'est un problème. C'est quelque chose en tant qu'écrivain, en tout cas, m'intéresse. La folie m'intéresse. Enfin, la folie. La représentation de la folie dans la société m'intéresse. La mort, puisqu'on parle de ça, finalement, est intéressante aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça borne la fin de quelque chose. On est à 35-40 ans, on est au sommet de sa puissance, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas que ça va se terminer un jour, et puis on commence à avoir des signaux faibles à 40-45 ans, où on se dit que voilà, comment on vit avec ça. Et c'était intéressant de placer un personnage qui est quand même tout en testostérone en face de ces limites-là, et de le mettre hors jeu d'un système qui contribue lui-même à fabriquer. Et je trouvais ça intéressant. Parce que c'est un peu, Antoine, c'est un peu le type qui scie la branche sur laquelle il est assis. C'est-à-dire que, de par son comportement, il est appelé à se mettre hors jeu dans très peu de temps, puisqu'il fait fonctionner le système. Et il en a conscience, malgré tout. Donc il continue en se disant qu'il est en train de s'asphyxier en même temps qu'il nourrit ce système. Et alors, donc, vous le voyez quand même comme, enfin, il est coupable ou il est victime du système? Parce que lui, on a l'impression qu'il est dans le déni complet. Enfin, je me suis un peu inspiré, parce que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on a eu beaucoup d'affaires dans la publicité, dans le cinéma ces derniers temps. Et c'est vrai que je pense que quand on a un coupable, très coupable, et que dans un système, enfin, c'est un fait divers, voilà, c'est-à-dire que si le système n'a pas préparé tout ça avant, ce n'est pas un phénomène de société. Je pense qu'il faut d'abord que systémiquement, il y ait un peu de... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, devenir harceleur sexuel comme Antoine si on n'est pas passé avant par le harcèlement moral. C'est-à-dire que c'est un système que son agence a installé, et que si on était dans une agence bienveillante, dans une agence sans violence, ça pourrait arriver. Il pourrait y avoir un Antoine. Mais du coup, ça serait quelque chose de très isolé, et ça serait un fait divers. Ça serait Là, ce que j'ai voulu montrer, et c'est pour ça que d'ailleurs que finalement, les actes qui lui sont reprochés, à part son flux mental qui est quand même assez compliqué, assez obsédé, tout ce qu'on veut, c'est pas j'ai pas voulu montrer un violeur, quelque chose de... oui, alors évidemment, il y a un viol, mais c'est pas quelque chose qui fait systématiquement. On n'est pas dans des affaires de viol à répétition. On est dans le bord extérieur de la zone grise, et parfois il y revient. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc j'aurais pu faire un roman avec un personnage beaucoup plus manichéen, un peu plus noir et blanc. Et là, évidemment, il glisse et il viole à un moment, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Mais
ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre-là est reçu différemment par les gens. Je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit que le type était insupportable, qu'elles avaient envie de le tuer et qu'elles ne comprenaient pas parce qu'il n'était pas puni, etc. Et puis je l'ai fait lire à des amis dont je tairai le nom, par égard pour eux, qui m'ont dit on leur meurt quand même pour pas grand-chose. Voilà, donc ça existe, quoi. Et moi, ça m'intéressait de faire d'être sur cette crête extrêmement dangereuse, en fait, parce que se mettre à la place d'un harceleur sans être moraliste ni sans être complaisant, c'était tout mon travail, en fait. Et alors justement, cette histoire-là, vous n'avez jamais envisagé de la raconter d'un autre point de vue? Un témoin extérieur, une victime, c'était lui, quoi. Non, ça, en fait, et c'est marrant parce que je suis en train de travailler sur d'autres textes en ce moment, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui m'intéresse, c'est alors, c'est-à-dire passer directement du personnage au lecteur en feignant qu'il n'y ait pas d'intermédiation. Évidemment, c'est triché parce que quelqu'un écrit. En revanche, se placer au-dessus, à côté du personnage, témoigner, etc., j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, moi, c'est la vérité du ton. C'est si je devais être attentif à un seul truc, c'est comment est-ce que j'arrive à faire parvenir jusqu'au lecteur ce flux mental et cette justesse. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Alors après, je pense que je serais moins à l'aise si je prenais un pas de côté. Et voilà. Là, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, absolument. Est-ce que ce dont il s'agit aussi, c'est de montrer une sortie de route, de montrer le moment où ça dérape? Parce que, en fait, dans l'histoire d'Antoine, on a l'impression qu'il n'y a pas une sortie de route. Il va voir son ami Paul qui a eu une vraie sortie de route, un moment où vraiment tout se brise et on ne sait pas pourquoi. Mais avec Antoine, il ne s'agit pas de ça. Il est dans le contrôle permanent, c'est-à-dire que même quand il perd le contrôle, il essaie de garder le contrôle sur sa perte de contrôle. C'est comme ça que Autant son copain, il a visiblement touché les fils, il a fait un épisode psychotique. Ça arrive à plein de gens. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui se reproduira peut-être plus jamais de sa vie. Autant lui, il est en force, il veut rien lâcher et il est en train de sombrer tout doucement. Donc évidemment, il n'y a pas de sortie de route spectaculaire, il y a un lent naufrage j'essaie de faire s'accélérer le rythme voilà, du roman. Mais il n'y a pas un moment où Paul, ou nous, dans la tête de Paul, nous disons là, on dérape, là, on sort de route. Paul, Antoine Pardon. Ouais, pas Paul. Vous ne l'avez pas vu, en fait. Vous l'avez pas lu. Non, je ne crois pas. J'ai voulu éviter ça. On sent par moment que ça se fissure, voilà. Mais il veut garder le contrôle. Il tient la barre et le bateau coule, mais il tient quand même la barre, alors qu'il voilà, il devrait faire autre chose. Et alors, d'où et de quand il nous parle, Antoine, en fait? C'est le même Antoine au même moment de sa vie qu'il nous parle tout le temps? Ouais, pour moi, ça se joue sur quelques mois, ouais. C'est-à-dire entre le premier et le dernier chapitre, j'ai l'impression qu'il a déjà passé un petit peu de temps à Sainte-Anne. Ouais. Mais sinon, ça se joue sur quelques mois, semaines. Ouais, je ne suis pas très, très fort en chronologie, mais ça se joue. En fait, ça s'accélère à partir du moment où ça sort dans la presse, comme souvent. Ouais. Voilà. Et on voit en ce moment, d'ailleurs, de l'actualité nous montre un peu. Alors, c'est sur des trucs très, très différents, mais à partir du moment où on commence à faire un livre ou à être dans les journaux, les choses s'accélèrent et on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus prétendre. Et donc, les gens se rangent dans deux catégories, les victimes et les agresseurs. Et on est dans ce moment-là où les choses s'éclaircissent dans le roman. Là. Il y a un moment au début, c'est indifférencié. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. On ne sait pas s'il est juste un peu lourd, si les filles sont un petit peu exagérées. Et à un moment, ça se clarifie. Et c'est à ce moment-là, quand les choses se clarifient, que lui ressent le besoin de partir. Mais il faut Ça vient de l'extérieur. vient de l'extérieur. C'est pas de lui. Ça vient de l'extérieur, mais je voulais le montrer du point de vue du personnage. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il est dedans, dehors, ouais. aussi.
pourquoi est-ce qu'il y a un moment où vous nous le montrez dans son environnement campagnard, plus proche Ah, de la vraie vie? Qu'est-ce que ça signifie dans le livre, ce moment-là? Qu'est-ce que ça alors, dit de lui? quand il va tuer son lapin, Ouais, euh, alors c'est un passage que moi, à la fois j'aime beaucoup. Alors j'ai eu une discussion avec un journaliste là-dessus, sur ce sujet-là. Lui voyait absolument pas pourquoi il y avait ce passage. Et moi, j'ai voulu montrer aussi que quand on regarde bien, euh, on a assez peu de filiation. C'est un garçon un peu hors sol. On ne sait rien de ses parents, de sa ouais. famille, d'où il vient. Et le seul endroit où on sait qu'il y a quelque chose de solide qui a existé, c'est à ce moment-là. Et je voulais à la fois que, de façon maladroite, il puisse transmettre à son fils ce qu'on lui avait transmis et transmettre à son fils dans un esprit de Parisien complètement hors sol comme ça. C'était tuer le lapin pour faire un pâté. C'était ce qui lui reste de sa filiation. Et je trouvais ça à la fois assez fort parce que j'aime bien décrire Le le dépeçage moment, du lapin. le dépassage du lapin. Je trouve ça enfin, je me suis bien amusé. Et c'est à la fois très triste parce que il reste que ça. Donc en fait, c'est une sorte de métaphore de ce qui lui reste. Ça se passe à Ancenis, à quelques kilomètres de Nantes, et c'est vraiment, voilà, c'est les ruines de ce qui aurait pu l'ancrer, voilà, et qui n'existe plus. C'est comme ça que. Ça montre son côté hors sol, Il est encore. hors sol, ouais, il est complètement hors sol, ce garçon. Hem, Comment est-ce que vous avez travaillé sur le langage? Parce qu'il y a des langages très différents selon que c'est dedans ou dehors. C'était une écriture, schizophrène ou vous avez écrit l'un et Non, l'autre séparément? j'ai peut-être la chance d'arriver, et je me rends compte d'ailleurs dans ce que je suis en train de faire là, c'est à peu près la même chose. Même quand il y a plusieurs personnages ou qu'il y a plusieurs, j'aime bien me mettre à la place du personnage. Alors, ce qui est un peu compliqué dans le cas d'Antoine, parce que la fin du livre a été un peu compliquée. C'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, un mois, c'est un peu, il est un peu lourd ce garçon quand même. Euh, Ouais. et du coup, il n'y a pas de schizophrène. C'est-à-dire que je me mets, par exemple, je suis allé écrire beaucoup à Sainte-Anne. Et c'est vrai que quand on est à Sainte-Anne, je suis allé à la cafétéria, je vais à la bibliothèque, je suis allé passer du temps là-bas. Ah ouais? Après mes visites il y a quelques années. Et j'ai l'impression que l'ambiance m'aide vachement là-dedans. C'est-à-dire que j'arrive à me mentaliser, à me mettre dans un état d'esprit dehors ou dedans. Voilà. Et je peux écrire indifféremment. Dans une journée, je peux écrire une partie. Voilà, il n'y a pas de. Non. Au contraire, même souvent, ça se répond. Et donc, du coup, quelque chose de dehors me fait penser à quelque chose de dedans. Et du coup, voilà, il n'y a pas de. C'est pas une journée, je suis dehors, une journée, je suis dedans. Mais en revanche, j'arrive à changer d'accent avec mon stylo. Ah ouais, ouais, c'est Voilà. remarquable. Et alors, on peut dire ce qu'on veut du système économique, social, mais moi, ces gens, qui parlent comme ça dans le milieu dans lequel Antoine évolue, la façon dont il s'exprime, ça confine à la folie quand même. Est-ce que vous-même, vous parlez comme ça? Bon, alors, j'ai pas de. Je suis pas très Académie française dans Dans la vie de mon, tous les jours? même pour la littérature. Je trouve que la langue, c'est quelque chose de très vivant et qui formalise finalement des erreurs passées. Donc, les choses qu'on dit aujourd'hui, par exemple, quand on dit aujourd'hui, à l'époque, c'était un pléonasme. Et demain, on dira au jour d'aujourd'hui sans penser que c'est un pléonasme. Ouais. Donc, ça évolue et je trouve que si on veut toucher la vérité d'un personnage, il faut absolument qu'on soit dans son langage. Et le langage de la publicité, je le connais, évidemment. Je Mmh. l'exagère un peu, parce que Ah personne n'est vraiment d'accord. comme ça. OK. Encore que Je ne parfois, connais pas, voilà. donc je Mais si j'avais, par exemple, parce que j'ai eu après, j'ai gravité un peu dans le monde de la restauration, de l'épicerie, des producteurs, mmh, etc. mmh. J'aurais pu très bien faire la même chose en attrapant les petits tics de langage. On est sur un bruit, là. Voilà. Enfin, et on peut dérouler pareil. C'est-à-dire que chaque corporation, chaque milieu a aussi ses tics de langage. Et ce que je trouve intéressant, c'est de s'y engouffrer à fond. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a aussi une recherche. Donc je parle beaucoup avec les mains. Il y a quelque chose de l'ordre de. Voilà, c'est pas juste de la novlangue
comme ça qu'on vomirait. Il y a toujours une sorte de construction et de distance par rapport à cette novlangue. Il y a toujours un peu une petite ironie, mais le personnage l'utilise quand même. Parce que le personnage n'est pas complètement dupe non plus. Il est pas trop premier degré. Il n'est pas. Mais il est dupe et en même temps, on a l'impression qu'il s'en réjouit de cette façon de parler que je trouve très violente, saccadée, Ouais, enfin, ouais, ouais. insupportable. Ouais, C'est du harcèlement en soi, quoi. ouais, c'est pas facile à lire, hein. Non, mais c'est très bien écrit, mais non, c'est Non, non, éprouvant. après, j'ai pas conscience dans ses rapports quand il est avec les gens, oui, d'accord, mais dans la façon dont c'est écrit, la narration en général, j'ai essayé plutôt de reproduire son flux mental, c'est-à-dire avoir des longues phrases avec des incises qui à la fois partent, mais qui reviennent toujours. C'est plus ça que j'ai essayé de faire. Après, le vocabulaire en soi, la façon dont il parle, oui, c'est sûrement un peu stretché, comme on dit, mais peut-être pas tant que ça, hein. Si vous assistiez à une réunion, un Plansboard, par exemple, dans la publicité, peut-être que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans ce milieu se dirait, mais c'est cinglé, quoi, j'ai pas Oui, compris. mais ça donne pas très envie d'y assister, hein, aux réunions. Voilà. Mais il y a effectivement ce qu'on appelle des anglicismes. Et alors justement, vous parliez de son flux, son flow intérieur. La folie, justement, lui, il est conscient de ça, il est conscient de son bavardage intérieur, il est conscient qu'il y a quelque chose de pas tout à fait… Il est conscient qu'il est dans le contrôle et que plus ça va, plus il avance dans l'âge, dans la hiérarchie, dans la pression aussi, parce que plus on monte dans ce genre d'entreprise, que ce soit dire encore une fois, c'est pas forcément propre à la publicité, mais plus on monte dans une entreprise, plus on a de pression et on a des objectifs, on a des résultats à avoir. Et en fait, on essaye de tenir comme ça, cadenassé, et il se rend compte que ouais, il y a quelque chose qui fonctionne de moins en moins bien, mais comme il est dans le contrôle, son flux est quelque chose euh, qui est à la fois un symptôme et il va essayer d'en faire quelque chose de réparateur. Vous voyez, c'est pas si je suis… Réparateur pour lui? Ça, Ouais, c'est-à-dire que l'accélération, c'est très anthropique en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'arrêter et se calmer, c'est pas possible, puisque sinon il devient vraiment fou. Et en fait, la vitesse de ses pensées, c'est quelque chose, il pense que ça va aller, il ne va pas tomber, ça va passer, ça va le faire. Et évidemment, ça ne passe pas, ça ne le fait pas. Mais cette accélération, pour lui, c'est aussi comme un refuge. Il va dans le mur, évidemment, il le sait, mais… ouais, d'accord. Et en tout cas, je trouve que ça mène à une réflexion très intéressante sur le glissement vers la folie, en fait. Que ça soit pour lui ou pour les gens qui l'entourent, parce qu'en fait, on voit bien que la frontière est très ténue, quoi. Dans un monde comme dans l'autre, l'autre est un danger, le langage est une logorée, on s'en rend compte à la fin, et le langage n'est pas toujours ancré dans la réalité, et ça peut se Ouais. faire dedans, dehors. Je crois qu'en discutant, c'est intéressant parce que en fait, ce garçon manque singulièrement d'ancrage. En fait, il lui manquerait un peu de plomb dans les poches et les pieds quelque part, et il souffre que de ça en fait. Alors, évidemment, Ouais, c'est pas je parle du personnage à la base. Après, ce qu'il fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis pas en train de l'excuser. Je dis pas que c'est le système et que lui n'y est pour rien. J'essaye d'être juste en fait, de son point de vue à lui, c'est-à-dire ce qui est un peu casse-gueule, hein, je vous l'accorde, mais ouais. se dire voilà, moi je me mets à la place d'un mec qui est un peu lourd et puis finalement qui est un peu plus que plus lourd et puis finalement qui fait un truc qui est répréhensible pénalement, etc. Comment je vivrais à la fois la révélation, puis après il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a les gens qui parlent de lui dans les journaux, enfin, c'est quand même une drôle d'aventure. Et voilà, et moi comme je suis plutôt un garçon d'un peu plus que lui en termes d'âge, c'était pas possible de faire un livre du côté de la victime. Mais voilà, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, tiens, enfin, ça pourrait exister, d'ailleurs, ça devrait pouvoir exister, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de faire ça. Donc, moi, ça m'intéressait, cette espèce de glissement vers la folie, et je me suis dit que c'était sans doute plus intéressant d'être en caméra embarquée pour faire passer. Parce qu'il y a quelque chose de l'instantanéité de 2020 aussi là-dedans. J'ai essayé de. Complètement. Si on relit ce livre dans 20 ans, ou dans 30 ans, on se dira, voilà, 2020, c'était ça. Peut-être qu'on trouvera tout absurde, les emojis, l'innovation, la publicité, les voitures, les drones, Amazon, etc. Mais on vit là-dedans aussi. Et déjà 30 minutes.
Ne vous arrêtez pas, vous êtes passionnant. Ne vous arrêtez pas pour moi. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, dit-il en ayant oublié le début de sa phrase. Bon, effectivement, vous l'avez dit un petit peu, mais comme nous, lecteurs, déjà, moi, je l'ai lu 2 fois, c'est quand même une expérience assez éprouvante parce qu'Antoine n'est pas quelqu'un Non. d'accueillant dans sa tête. Et vous, vous en êtes sorti enfin, Pas très indemne en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que je suis un garçon de 45 ans, un peu plus, donc j'ai été élevé, c'est-à-dire que la lourdeur, etc., c'est aussi les codes dans lesquels j'ai été élevé. Et donc j'ai évidemment en germe ce que lui a développé en arme bactériologique, mais donc j'ai poussé, 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 et c'est vrai qu'à la fin, on se retrouve à écrire des trucs, on se dit waouh, ça sort de ma tête, et donc c'est un peu gênant parfois de faire ça. Donc c'est pas ouais, c'est pas très agréable. Et le roman est pas très agréable à lire non plus. C'est ce que je voulais. Je voulais pas un roman. non, non, il est gênant, mais c'est bien. Il n'est pas quelque chose d'aimable. Parce que Non. si ça avait été aimable, alors je l'ai pas dit à mon éditrice tout de suite. Hein. Voir, ça va pas se vendre du tout. Non, je voulais quelque chose qui soit, qui ressemble à ce qu'il raconte. Donc si c'était aimable, c'était raté. Ouais. S'il était trop détestable et caricatural, c'était raté aussi. Donc il est gênant. Et j'ai plein de témoignages de gens qui le trouvent gênant. Oui, il est dérangeant. C'est Et, exactement ça. et du coup, je suis plutôt content de ça. Ouais. Mais Charlotte, est-ce que vous pouvez attraper le livre justement de Christophe qui est derrière vous pour le montrer, pour évacuer la première question? Tout le monde se demande d'où vient cette incroyable couverture. Je alors, crois que c'est vous, non, qui avez initié cette couverture, en fait, Christophe, c'est ça? je travaille avec un garçon qui s'appelle Dimitri dans l'agence de publicité dans laquelle on est. Et en fait, il m'avait envoyé des photos, dont un montage qui ressemblait à ça, qui était une autrice, une photographe qui habite à Los Angeles, qui avait fait cette idée-là. Et j'ai mis un mois à la contacter, à trouver son mail. Et en fait, elle m'a dit, moi, je veux bien vous donner l'autorisation, mais c'est un montage de 2 photos préexistantes. Donc, on a demandé à la personne qui a fait les persiennes, qui nous a dit OK. Et en revanche, la personne qui a fait, c'est une comtesse à la base, nous a dit non, no way, on fera pas, on donne pas les droits, etc. Donc, du coup, j'ai demandé à Dimitri de refaire le montage avec un autre visage. Et c'est cette photo-là que. Donc, c'est pas tout à fait la photo originale que. Mais j'aime bien cette idée voilà, de femme Elle va bien, c'est dérangeant aussi. oui, elle va bien avec votre roman, je trouve. Tout à fait. Donc, on a essayé de faire voilà, de trouver l'idée, parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit. Donc, et puis, il faut que j'aime c'est pas juste, c'est pas. Enfin, c'est important. Et le noir et blanc, c'est voulu. Vous vouliez qu'elle soit en noir et blanc. Ça, je crois que c'est Nathalie Desmoulins, euh, mon éditrice au Rouergue. La charte. Non, puis même qui m'a dit noir et blanc, typo rouge, etc. Je suis revenu avec plein de maquettes et il m'a dit bien lâché. Et voilà. C'était dur ça pour un publicitaire de Non, qu'on lui non, pas dise du non, tout. non, Je tu dis, rendras ta copie. c'est votre métier, Nathalie. Moi, je pense que, mais bon, et finalement, je pense qu'elle a raison parce qu'il est très, voilà, c'est efficace en tout cas. Alors, il y a des questions pour vous. La première, c'est Annie. Donc, déjà, qui vous remercie pour Charlotte et Christophe pour cet échange qui est très intéressant. Est-ce que l'auteur peut nous préciser l'itinéraire de son manuscrit et comment est-il arrivé dans la maison du Rouergue? Alors, il est arrivé par la poste, c'est-à-dire que j'ai pris une enveloppe, j'ai mis un timbre d'environ 7 euros, je pense que c'est quand même assez cher, donc il a fallu que je fasse attention à ne pas l'envoyer. Il est lourd. C'est Donc, vachement il est loin. lourd. Ouais. Et je l'ai envoyé et ça a été très rapide en fait. C'est-à-dire que je crois que Nathalie m'a appelé une semaine après mon envoi, une Oui. première fois, et elle m'a rappelé le lendemain ou le surlendemain pour me dire on y va. Donc c'est voilà, mais j'ai eu d'autres expériences beaucoup plus longues auparavant où il ne s'est rien passé. Donc, moi, j'ai envie de dire, premier roman, première rentrée littéraire de septembre, ça fait quoi? bah, c'est un petit peu comme gagner le concours de Miss France en 2020, c'est-à-dire que
Pardon, excusez-moi. Mais c'est super bien, sauf qu'il n'y a pas une seule rencontre, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de. Donc c'est bien, mais vous êtes les premières personnes que je vois et avec qui je parle de ce roman. Donc, Ah bon, on est je ravis. pense que c'est une rentrée atypique. Donc j'ai envie d'en refaire une autre. Donc ça y est, vous êtes devenu un écrivain, Non, non, pas du tout. non? Non, non. Et comment on passe justement de la publicité à écrire un livre? Parce que j'imagine que vous écrivez toute la journée en étant publicitaire. C'est quoi qui vous a donné l'envie de concrétiser par un roman? Ça fait quand même, ça fait quelques années que j'écris des choses qui sont encore pas abouties ou voilà. J'ai pas mal de trucs sur le feu. Et donc pour moi, la littérature, c'est, enfin en tout cas l'écriture, c'est pas, il n'y a pas d'un côté ma vie de publicitaire et de l'autre côté ma vie d'écrivain. Tout est mélangé, c'est-à-dire que j'ai la chance de, j'étais concepteur-rédacteur avant d'être directeur de création, donc je passais mon temps à tordre le langage dans tous les sens. C'est super intéressant, c'est-à-dire que on vous demande, voilà, vous avez un brief et on vous demande d'exprimer ça, d'écrire un film, d'écrire une presse. Et donc, c'est passionnant parce que je passe mon temps avec le langage comme du Lego, quoi. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de. C'est très différent. Il y en a un, c'est un métier et que j'aime en plus beaucoup, c'est-à-dire se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait exprimer cette idée-là en dehors de j'aime le produit ou j'aime pas le produit, hein, mais je trouve ça passionnant. Donc l'écriture, c'est quand même, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est très différent, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis les mains dans le langage toute la journée. J'ai une question d'Élodie qui est un peu technique. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, passer directement du personnage au lecteur en étant vous. Quelle est la limite de ce phénomène pour vous? Alors, plus clairement, dans quel personnage vous ne pourriez pas vous glisser? Ben, c'est justement ça le principe de la littérature, hein. Enfin, en tout cas pour moi, hein. On parlait tout à l'heure de l'endroit. C'est pas l'endroit de la réparation, c'est l'endroit de l'expérience et de la justesse. C'est-à-dire que si c'est juste, il n'y a rien de. On a vu Benjamin Little il y a quelques années qui a fait un truc formidable en se mettant. Il faut éviter de confondre la littérature et la morale. Donc, si demain, enfin, non, après, peut-être que j'aurais pas envie de le faire, mais en tout cas, je m'interdis pas a priori et de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou dans la peau de. Je trouve ça intéressant. Il y a presque un côté documentaire animalier, quoi. Il y a un côté. Et ça oblige à changer sa perception du monde, à se dire tiens, qu'est-ce que mon personnage penserait de ça, qu'est-ce qu'il ferait, etc. Parfait. Marie, elle voudrait savoir qu'est-ce que vous vouliez nous raconter exactement dans ce livre, en dehors de l'histoire elle-même, et est-ce que ça a changé votre rapport à la folie d'avoir écrit ce livre? Non. Enfin, non. Fin de la réponse. Non. Je veux raconter, alors, en dehors de ce que j'ai raconté, que c'est fragile. Alors, je mets de côté le côté, évidemment, délictuel, violeur, etc., parce que ça, on l'a bien compris. Évidemment qu'il est coupable. Mais ce que je veux dire, c'est que ces multiples agressions qu'il subit peut-être de façon inconsciente depuis 10-15 ans, depuis qu'il est dans ce métier, ont fabriqué quelque chose. Je suis persuadé que, par exemple, Antoine ne serait pas devenu cet Antoine s'il était dans un environnement beaucoup moins stressant, beaucoup plus cool. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer comment l'extérieur peut fabriquer de la folie à l'intérieur. Et je pense que c'est uniquement ça, d'ailleurs, uniquement. Évidemment, il y a des cas de pathologie qui sont de l'ordre cliniques, enfin, qui sont des choses établies, qui sont des. Mais je pense que le stress fabrique des états. Et donc là, il se trouve que j'ai choisi un violeur, mais j'aurais pu choisir un pompier, un soldat. C'est-à-dire que je suis persuadé que la limite entre le monde entre guillemets normal et le monde qui nous fait peur et qui est à côté, c'est très fin, quoi. C'est très fin. Et vous avez pris du plaisir à vouloir mettre le lecteur dans la tête de votre personnage principal? C'est une bonne question, ça. C'est marrant parce Oui, que c'est pas une vraiment. question de libraire. Non, non, c'est pas vraiment. En fait, ça m'a fait plaisir de. J'ai pas pris du plaisir avec ce genre de personnage, mais ça m'a fait plaisir. Enfin, j'étais
techniquement, c'est bien. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est juste sur une page, c'est super. Et parfois, on écrit un truc, on le relit, on se dit « Ah non, c'est pas juste, c'est un peu… voilà ». Et je trouve que c'est le moment où on surfe sur la psychologie du personnage qu'on a inventé, c'est bien. Donc oui, ça c'est du plaisir, mais c'est pas du plaisir pour le contenu, c'est plutôt du plaisir de… par exemple, le lapin, j'ai adoré écrire ça, alors que… voilà. Vous êtes cruel, en fait. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est important de savoir tuer un lapin quand même. Et d'ailleurs, est-ce qu'on verra Christophe Péruchas dans un polar? Est-ce que c'est possible, ça? Je crois pas parce que, alors après, je touche du… Non, je sais pas comment on dit. Euh, le principe du polar, c'est quand même qu'on ne donne pas tous les éléments au lecteur dès le départ et qu'on va l'amener à découvrir petit à petit en fabriquant des sortes de cliffhangers comme dans les séries. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être de tout donner, mais de faire sentir la justesse et la véracité d'un propos. Et donc, j'ai l'impression que le polar, pour moi, c'est un peu comme un point d'exclamation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait, mais il y en a des très bien, mais c'est pas quelque chose dont… Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette espèce de métaphore avec un point d'exclamation. Mais ça nous plonge dans la réflexion. Pour moi, c'est un artifice. C'est-à-dire que si ma phrase elle a besoin d'un point d'exclamation, ça veut dire que je n'ai pas réussi à mettre quelque chose dedans. Si j'ai besoin de la forme polar, en tout cas pour moi, parce qu'il y en a qui sont formidables, mais je ne pense pas avoir cette espèce d'imagination machiavélique avec des choses trappes, etc. Ce n'est pas mon genre voilà, de ce que je sais faire, en fait. Donc, peut-être j'essaierai, mais peut-être pas. Qu'est-ce que vous lisez, vous, comme littérature? Alors, en ce moment, je lis beaucoup de choses autour des années 20. J'ai mes amis qui sont derrière, là, mais… donc, je suis plutôt aujourd'hui très dada, très surréalisme, mais en général, je suis plus… Enfin, je suis… moi, j'ai été biberonné à Fanté, en fait. Donc, voilà, c'est Fanté. J'ai beaucoup aimé aussi. J'étais assez peu français contemporain, finalement. Luc Reinhardt, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, a été longtemps ma Bible, L'Homme D. Ouais. J'ai lu, quand j'étais ado, j'ai commencé à lire un peu plus du John Irving, et je trouve que, voilà, après je suis sorti de ça un peu, mais je trouve qu'il y avait quelque chose dans certains Irving qui m'intéressait, dans Une prière pour Owen, je trouve qu'il y avait vraiment des trucs très très intéressants. Et puis après, bon, il est devenu, voilà, c'était peut-être un peu moins… c'était un peu plus Irving, quoi. Il avait fait son truc et voilà, il a continué. Fanté Bukowski beaucoup aussi, voilà, pas forcément des manuels de savoir mieux vivre, en fait, voilà, plutôt des gens un petit peu fatigués quand même. Mais c'est là que ça m'intéresse, en fait. Il se passe des trucs un peu… il y a des moments de poésie, des trucs… voilà, j'aime moins quand on prétend me donner des leçons de bonheur. Ça m'emmerde un peu. Ça, on a bien compris. Est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire à nos amis qui nous regardent? Conseil lecture. Ouais, alors c'est rigolo parce que justement, tiens, ça n'a rien à voir et pourtant, j'ai beaucoup aimé Chaviré Lola Lafont. Je trouvais que c'était la première partie est magnifique. Enfin, c'est superbe. Et sur la même thématique que celle mais à l'envers, il y a un livre d'une auteure belge qui s'appelle Myriam Leroy, qui s'appelle Les yeux rouges, qui est une histoire de harcèlement, mais vue du côté de la harcelée. Et en fait, je trouve qu'elle a un dispositif narratif assez intéressant. Et donc, je l'ai lu après, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de… voilà, c'est pas complémentaire, mais il y a quelque chose de… Je sais pas comment dire ça. C'est en creux du point de vue de la harcelée. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai parti pris aussi fort que dans cette gingembre, et assumé jusqu'au bout, avec cette espèce… voilà, je n'ai pas besoin de dire plus, mais c'est assez chouette. Parfait. Je vais prendre la dernière question avant qu'on fasse la conclusion. C'est Colline qui la pose. Comment fait-on, selon vous, pour entendre d'un côté qu'Antoine ne serait pas l'agresseur qu'il est devenu s'il n'avait pas été soumis à une pression extérieure, sans pour autant plaindre un homme bel et bien criminel? Où place-t-on la limite? Colline, je n'ai pas compris la question. Non, je ne suis pas en train de dire que ce type-là… je pense que ce genre de prédateur
qu'on voit dans le monde de la politique, de la finance, du cinéma, de la publicité, de la mode, etc. Dans des milieux où très vite on peut devenir, on peut plus, enfin voilà, on ne touche plus terre, on est plus sur le sol. Ça génère plus de, alors peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas ça génère plus de comportements de ce genre-là que dans d'autres catégories où, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'Olivier a raison. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il faut quand même arriver à banaliser une sorte de harcèlement moral, d'objectivation des gens et des femmes, etc., pour arriver à ce genre de comportement. D'un point de vue systémique, hein, d'un point de vue personnel et unique, je pense qu'il y a des harceleurs, des violeurs partout. Mais là, c'était plutôt systémique et c'est ça qui m'intéressait. Mais peut-être je me trompe, Colline. Parfait. En tout cas, je vais rappeler que 7 gingembre aux éditions du Rouergue est en vente en librairie à Arles, à la librairie Actes Sud. Vous pouvez aller voir Charlotte, elle est de très bons conseils et en plus, il est en stock. Il est aussi dans toutes les librairies de France. Vous le trouvez aussi en vente sur notre site, un endroit où aller, sur la page de la rencontre de Christophe Péruchas. Vous cliquez sur acheter le bouquin, vous serez redirigé sur une librairie indépendante. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir été là avec nous ce soir. Surtout, je sais que vous étiez en inventaire aujourd'hui, donc un grand merci pour votre disponibilité. Merci Christophe, on va vous donner le mot de la fin. Avant ça, demain, on fait une petite pause, parce que c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Non, ça tombe comme ça. Mais on se retrouvera jeudi à 19h avec Pierre Adrien, qui a sorti un livre qui s'appelle Les bons garçons, aux éditions des Équateurs. Donc, Charlotte, si vous voulez dire un mot, et on laissera le mot de conclusion à l'auteur. Non, bah moi, je vais juste remercier Christophe Péruchas d'avoir accepté cette rencontre et j'espère bien qu'on aura l'occasion de se revoir pour de vrai en librairie. Et bien sûr. Merci Charlotte, merci Nathalie. Je n'ai pas vraiment de conclusion, ce sera une sorte de conclusion. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et puis j'espère qu'on se reverra assez vite pour d'autres aventures complètement différentes. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je vous souhaite une belle soirée et un beau mois de janvier. À très bientôt. Merci. Au revoir.